Bonjour, bienvenue à cette séance d'économique. En fait, le deuxième volet qui porte sur le marché. Aujourd'hui, nous portons notre analyse sur le comportement des entreprises que les économistes nomment l'offre. Les objectifs sont clairs. En fait, il s'agit d'identifier les déterminants de l'offre, donc les facteurs qui influencent les entreprises dans leurs décisions, faire la distinction entre l'offre et la quantité offerte, de même tracer graphiquement la courbe d'offre dans le modèle que nous connaissons maintenant, le modèle du marché. Là-dessus, allons immédiatement à la définition de l'offre. L'ensemble des quantités que les entreprises sont disposées à offrir à différents niveaux de prix. Donc, voilà la définition, ensemble des quantités de biens et services que les producteurs sont disposés à offrir à différents prix. Sous quelle forme cette offre-là existe-t-elle? Sous la forme d'un barème. Qu'est-ce qu'un barème de l'offre? Vous l'aurez compris, un peu sous la même forme que nous avions précédemment vu lorsqu'on abordait la demande. Une liste de prix auquel correspond une liste de quantités offertes, c'est ce qu'on nomme le barème de l'offre, qui prendra la forme suivante, c'est-à-dire une liste de prix auquel est associée une liste de quantités offertes. Pour chaque prix déterminé correspond une quantité offerte bien spécifique. Alors voilà l'allure, donc, ou la forme que peut prendre l'offre d'un produit qu'on nomme barème de l'offre. On a déjà utilisé le terme offre, quantité offerte. Qu'est-ce que la quantité offerte? Alors, c'est la quantité qui correspond à un prix spécifique, à un prix donné. Alors que l'offre, globalement, représente l'ensemble des quantités offertes et l'ensemble des prix, la quantité offerte, elle, correspond à la quantité bien spécifique pour un prix donné. Avec les données que nous avons au tableau, on pourrait dire la chose suivante, par exemple. À 105 $ correspond la quantité offerte de 55. Donc, on voit que c'est à une position très précise que correspond une quantité offerte. Nous connaissons également la loi de l'offre, c'est-à-dire la relation qu'entretiennent les entreprises à l'égard du prix. Et en ce sens ici, la quantité offerte et le prix oscillent dans le même sens. On dit en termes économiques qu'il y a une corrélation positive entre le prix et la quantité offerte. Vous l'aurez compris, c'est pour des raisons de profit notamment. Évidemment, lorsque le prix augmente, les quantités offertes ont tendance à augmenter. Non seulement les entreprises qui œuvraient dans l'industrie, dans le domaine, vont poursuivre leur production dans le but d'augmenter leurs profits, mais on peut voir également l'arrivée de nouveaux concurrents qui font en sorte que les quantités offertes augmenteraient. Et inversement, lorsque le prix d'un produit diminue, on voit généralement la quantité offerte diminuer par, entre autres, la disparition de certaines entreprises qui œuvraient dans le marché, faute de profit. Graphiquement, une courbe d'offre, donc une relation positive entre le prix et la quantité offerte, un faible prix, une faible quantité, de fort prix et de forte quantité, ça ressemble à ce qu'on retrouve à l'arrière-plan, donc une courbe d'offre qui est présentée ici avec l'allure inverse à la demande, hein, donc telle qu'on avait vu préalablement dans le cours qui portait sur le comportement des consommateurs. En conclusion, le prix, aux yeux des entreprises, est la variable prédominante au même titre que ça l'était pour les consommateurs. Néanmoins, il y a d'autres facteurs qui influencent les entreprises dans leur décision de produire davantage ou moins. Donc, des facteurs qu'on nommera ici déterminants hors prix, un peu sous la même formule qu'on avait fait dans le comportement des consommateurs. En ce sens, vous comprendrez que la concurrence, c'est-à-dire le nombre de concurrents qui œuvrent déjà sur l'industrie ou qui est susceptible d'œuvrer au sein de l'industrie, est un facteur à considérer pour les entreprises. En fait, il s'agit de se représenter la concurrence comme une course en quelque sorte où le meilleur gagnerait. Alors, le nombre de concurrents est un facteur déterminant pour les entreprises, il va sans dire. Un faible nombre de concurrents
peut inciter une entreprise à se lancer dans le marché, alors que lorsqu'il y a abondance d'entreprises déjà dans le domaine, c'est un peu moins incitatif pour d'autres entreprises de venir s'y insérer dû à la concurrence, donc plutôt forte, il va sans dire. Outre la concurrence, c'est-à-dire le nombre de producteurs, entreprises concurrentes sur le marché, il y a évidemment les coûts de production. Donc, à ce titre, les salaires, la matière première, les frais de transport, les frais d'électricité, pour ne nommer que ceux-là, sont des dépenses, des frais que les entreprises doivent défrayer pour réaliser, pour produire leurs biens et services, pour le livrer aux consommateurs, ultimement. Alors, ça constitue ici les dépenses également ou les charges des entreprises. À ce titre, on l'aura compris, les salaires pour la main-d'œuvre, les frais de transport et la matière première, donc des dépenses inhérentes, donc incontournables pour les entreprises. Question des coûts de production également, un facteur à considérer d'un point de vue tout à fait positif. On parle de progrès, la technologie, donc qui rend les entreprises plus productives, qui diminue les coûts de production, qui améliore la rapidité, qui améliore l'efficacité des entreprises, qui fait en sorte qu'on a où on a moins besoin de facteurs de production pour réaliser la même production, ou avec la même quantité de facteurs de production nous permet de livrer une plus grande quantité de biens et de services. C'est ce que les économistes nomment l'efficacité, la productivité. Donc, en ce sens, la technologie est un gage d'amélioration, de rendement, de performance des entreprises, nommé ici productivité ou efficacité. La technologie est le gage d'efficacité numéro 1. En ce sens, toutefois, au préalable, il est nécessaire de faire de la recherche et du développement pour améliorer nos techniques de production, ce qui peut paraître parfois des coûts de départ. Toutefois, il faut voir l'avantage à long terme qui nous permet de diminuer nos coûts de production par la productivité, par le rendement de l'ensemble des facteurs de production. Outre la technologie, on peut analyser également l'importance que revêtent certains produits apparentés. Quand on parle de produits apparentés au niveau de la production, on peut parler de produits complémentaires. C'est-à-dire que généralement, l'entreprise va non seulement produire un bien ou un service, mais un autre bien par la même occasion. Traditionnellement, on avait comme exemple la production dans la coupe de bois, par exemple, donc les gens qui œuvraient, les entreprises qui œuvraient dans l'industrie du bois d'œuvre, par exemple, donc par la coupe de bois, produisaient par la même occasion du brandy qui était destiné, vous l'aurez compris, à un tout autre marché. De nos jours, ça prend plutôt la forme des produits dérivés. À ce titre, le club de hockey, le Canadien de Montréal, dont la production première en est une de spectacle sportif, donc d'opérer une équipe de hockey professionnelle. Également, va offrir à sa clientèle de nombreux produits dérivés. De nos jours, on comprendra que les produits dérivés constituent une bonne partie de la production complémentaire des entreprises. Les artistes l'ont compris également. Donc, Céline, qu'on connaît bien au Québec, Dion, non seulement elle est d'abord une artiste qui produit des spectacles de musique. Elle offre maintenant des produits dérivés, des vêtements et ce qu'on peut voir à l'écran par ailleurs, des sacs à main. Donc, les artistes ont bien compris ça, des parfums, des bijoux et des produits de toutes sortes, finalement. Un des exemples également classiques d'entreprise qui a bien réussi la production de produits complémentaires pourrait être Harley-Davidson. C'est plus que la production de motocyclettes. On sait qu'il y a de nombreux produits dérivés de Harley-Davidson qui sont en vente sur les marchés. Donc, on peut dire que cette entreprise a bien exploité la production de produits complémentaires. Par ailleurs, donc, il y a également des substituts de production pour les entreprises, c'est-à-dire qu'une entreprise, avec l'ensemble des facteurs de production dont elle dispose, machinerie, équipement, compétences, travail, personnel, etc., donc, elle peut
produire un bien ou un autre. Donc, et à ce titre, je vous dirais que l'industrie agricole nous démontre de nombreux exemples. Donc, puisque les facteurs de production sont essentiellement les mêmes, c'est-à-dire de la machinerie, un bâtiment et une terre agricole. Et avec toutes ces ressources, on peut, vous l'aurez compris, produire des tomates, des produits agricoles classiques, tomates, pommes de terre, maïs, etc. Et bon, plus récemment, on sait très bien qu'avec la légalisation de la marijuana, alors la question se pose pour des producteurs agricoles, on pourrait se poser la question, donc avec notre terre, avec notre équipement, avec notre bâtiment, les serres, etc., devrait-on opter pour la production de marijuana plutôt que la production de tomates, etc. Donc, ça demeure des substituts de production au niveau de l'entreprise agricole typique, comme on l'a connu. Par ailleurs, les anticipations du côté des producteurs, des entreprises, anticipation ici essentiellement au niveau des prix. Vous êtes propriétaire d'une entreprise, vous envisagez, vous estimez que le prix de votre produit devrait croître au cours des prochains mois, des prochains trimestres ou semestres. Alors, il est possible que vous allez stocker, vous allez produire un certain inventaire de votre produit en ce moment même, donc pour ultimement l'offrir à la population au moment plus opportun où les prix auraient grimpé, alors qu'inversement, si vous estimez, vous envisagez une baisse de prix de votre produit, vous allez avoir tendance à vouloir écouler rapidement votre production à ce moment-ci, au moment où les prix sont encore supérieurs à ceux que vous estimez éventuellement. Donc, c'est ce qu'on appelle les anticipations à l'égard du prix notamment. On pourrait faire une catégorie plus globale en terminant qu'on pourrait nommer réglementation ou intervention de l'État, plus spécifiquement, bien sûr, les taxes et les subventions. Les taxes étant une entrave, disons-le ainsi, pour les entreprises, donc un concept plutôt négatif pour elles, une contrainte négative pour les entreprises, alors qu'elles doivent, à partir du prix payé par les consommateurs, remettre en quelque sorte une partie du prix à l'État, ce qui signifie que les entreprises s'approprient une plus faible part du prix global, bien que les consommateurs paient plus cher. Alors que les subventions, elles, sont plutôt un aspect favorable pour les entreprises. Donc, inversement ici, la subvention, on peut considérer que c'est une donnée financière qui s'ajoute au prix que reçoivent les entreprises, ou on peut estimer aussi que ça pourrait être utilisé pour diminuer les coûts de production. En ce sens, vous l'aurez compris, la subvention est un effet plutôt favorable du côté des entreprises. Alors voilà. On pourrait également faire une catégorie, je vous dirais, globale, là, en terminant, la réglementation. Donc, à ce titre, évidemment, la liste des divers permis, autorisations, licences et droits de produire, qui sont des contraintes à rencontrer de la part des entreprises, qui ajoutent à leur coût de production généralement. Alors, tout ça fait en sorte que l'ensemble de ces déterminants sont les facteurs que doivent considérer les entreprises dans leur production. En terminant, un des objectifs était de distinguer l'offre de la quantité offerte. Graphiquement, ça peut ressembler à ceci, encore une fois. Donc, vous remarquez ce qui vient d'apparaître à l'écran. On doit percevoir à ce moment-là une hausse de la quantité offerte qui se produit le long de la courbe d'offre, en quelque sorte, et qui se produit lorsque le prix d'un produit augmente, c'est-à-dire le prix P1 passe au prix P2, et on voit alors un déplacement sur la courbe d'offre qui s'est produit suite à la hausse de prix. Contrairement à un changement de l'offre, où à ce moment-ci, on doit déplacer la courbe, on doit produire, tracer une nouvelle courbe d'offre. C'est ce que la dernière figure présente à l'écran, c'est-à-dire un changement de l'offre positif ou négatif, donc une hausse de l'offre par rapport à une baisse de l'offre. Donc la courbe O1 ici représentant une baisse de l'offre, alors que la courbe O2 que vous voyez à l'écran présentement constituerait une hausse de l'offre qui proviendrait évidemment de changements à l'égard des différents déterminants hors prix de l'offre en ce qui nous concerne.
Je vous donne rendez-vous à une prochaine et dernière chronique qui porte sur le marché où les deux agents économiques se rencontreront alors dans le marché global où on verra l'interaction des deux agents économiques ensemble pour déterminer des situations d'équilibre et de déséquilibre. À bientôt.